Bonjour à vous les moches, très heureux de vous retrouver en ce jeudi matin. Nous entamons aujourd'hui notre séance numéro 3, toujours dans notre séquence se raconter, se présenter, notre séquence numéro 3 donc. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un auteur mondialement connu, une référence absolue de la littérature française, un auteur que tout le monde connaît. Et évidemment, chaque fois que je vous dis ça, vous me dites, oui monsieur, vous nous dites toujours ça, mais en fait, on ne l'a jamais vu, il n'existe pas. Et bien pourtant, je vous garantis que si, il est même étudié, même en maternelle, les élèves le connaissent. Oh, maternelle, monsieur, vous exagérez. Ah ouais? Vous croyez ça? Ok. Encore, démonstration par l'exemple, on va voir ça. Clélie! Clélie, est-ce que tu peux venir, ma chérie? Oui. Ah, tu es là, mon lapin. Viens ici, mon amour. Ah! Bonjour, je vous présente mon amour numéro 2. Bonjour. Vas-y. Clélie, j'ai une petite question pour toi parce que mes élèves ne me croient pas. Quel est l'auteur célèbre du XVIIIe siècle qui a écrit les Confessions? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Bah voilà. Merci, mon amour. Hein? Démonstration par l'exemple. Formidable. Merci, mon cœur. Tu peux aller jouer. Et voilà. Hein? 4 ans. Et vous, ça se passe bien? Alors, texte d'aujourd'hui, disais-je, on y va pour une petite lecture. On se lance dans cet extrait des Confessions. On y va. Jean-Jacques nous parle. Qu'est-ce qu'il raconte? Que nous dit-il d'intéressant? J'ai donc été fripon, coquinou, et quelquefois je le suis encore de bagatelles, c'est-à-dire de petites choses anecdotiques, qui me tentent et que j'aime mieux prendre que demander. Hashtag c'est du vol, hein, ni plus ni moins. Mais petit ou grand, je ne me souviens pas d'avoir pris de ma vie un liard, c'est-à-dire de l'argent, à personne. Or, une seule fois, il n'y a pas 15 ans, que je volais 7 livres et 10 sous. Somme qui paraît anecdotique, mais il en parle pourtant. L'aventure vaut la peine d'être contée car il s'y trouve un concours impayable d'effronteries et de bêtises, que j'aurais peine moi-même à croire s'il regardait, s'il concernait, un autre que moi. C'était à Paris. Je me promenais avec M. de Franqueuil au Palais Royal sur les 5 heures. Il tire sa montre, la regarde, tiens, on a ici un présent à valeur de narration, un présent narratif, c'est étonnant d'ailleurs, et me dit « Allons à l'opéra ». Je le veux bien, nous allons. Il prend 2 billets d'amphithéâtre, m'en donne un, et passe le premier avec l'autre. Je le suis, il entre. En entrant après lui, je trouve la porte embarrassée. On dit, il y a plein de monde. Ce qu'on ne connaît plus maintenant, hein, le confinement évidemment. Je regarde, je vois tout le monde debout, je juge que je pourrais bien me perdre dans cette foule, ou tout du moins laisser supposer à M. de Franqueuil que j'y suis perdu. Je sors, je reprends ma contre-marque, puis mon argent, et je m'en vais sans songer qu'à peine avais-je atteint la porte que tout le monde était assis, et qu'alors Monsieur de Franqueuil voyait clairement que je n'y étais plus. Comme jamais rien ne fut plus éloigné de mon humeur, mon trait de caractère, que ce trait-là, je le note, pour montrer qu'il y a des moments d'une espèce de délire où il ne faut point juger des hommes par leurs actions. Alors on va voir ça, Lily, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il faut juger les hommes par leurs actions ou par ce qu'ils sont? Non. Ah non, hein? Bah non, évidemment. Quand tu fais une bêtise, Clélie, et que tu demandes pardon, que tu avoues avoir fait la bêtise, tu reconnais avoir fait une faute, ou une erreur, et tu es désolé dans ces moments-là. Dans ce cas-là, tu demandes pardon. C'est exactement ce qu'essaie de faire ici Jean-Jacques Rousseau. Sauf que, petit roublard qu'il est, il nous dit ça en nous disant « Oui, j'ai fait une erreur, mais bon, est-ce que c'est vraiment grave ?» Non. Ben non, j'ai fait une bêtise, mais vous pouvez pas me juger sur ça, n'est-ce pas? Parce que dans le fond, on est quand même quelqu'un de gentil. Eh ben oui, eh bien c'est exactement ce que nous dit ici Jean-Jacques. Merci mon amour pour l'intervention. Hop, je te laisse mon pic. Autrement dit, normalement, lorsqu'on écrit ses mémoires, on est censé le faire pour être, ce que nous disait Montaigne d'ailleurs, le plus honnête possible et montrer les facettes de sa personnalité qui sont les plus authentiques. Et si jamais on doit être jugé pour qui on est, eh bien tant pis, on a ce qu'on appelle toujours ce contrat qui est passé, hein, qui nous oblige à être honnête dans ce que l'on dit. Jean-Jacques Rousseau, lui, est un peu plus subtil que cela, puisqu'il se dit c'est une façon, finalement, peut-être de me faire un peu pardonner, oui, et puis surtout, vous n'allez pas me juger pour mes mauvaises actions, n'est-ce pas, comme il le dit ici, pour montrer qu'il y a des moments d'une espèce de délire où il ne faut point juger des hommes par leurs actions. La question, c'est si on ne vous juge pas sur ce que vous faites, peut-on véritablement vous juger pour ce que vous êtes? Et êtes-vous vraiment différent de ce que vous faites? Telle est la question. Alors, pour réussir à faire les questions d'aujourd'hui, vous avez dû normalement
je l'espère, réussi à lire l'intégralité au moins de ce texte 1. On laisse le texte 2 de côté pour l'instant de George Sand qu'on étudiera demain. Et puis, lire le petit encadré qui est ici, éclairage, qui nous permet d'en savoir un peu plus sur ce que peuvent être notamment des confessions, c'est une des questions qui est posée. Je vous indique également la présence d'une petite souris, juste ici, sur laquelle il vous suffit de cliquer, alors je répète, encore une fois pour Firmin, pas sur le poly que tu as imprimé, vous le faites sur l'écran, là pareil, enfin l'écran, pas sur YouTube, ça ne marchera pas sur YouTube, sur le poly en version numérique disponible sur le site de Latin Français et pour vous avec amour, évidemment. Sur une feuille à part, que vous avez joliment présentée avec titre en rouge, séance numéro 3, en indiquant se raconter pour se justifier, on y va pour la partie questions, et les questions 1 à 4. Le corrigé, la correction, est disponible également sur le site internet en format numérique. Oui mon amour? Oui, tu peux faire du bruit, t'inquiète pas. Si vous entendez une partie de Lego à côté, c'est tout à fait normal. Première question qu'on vous pose, que raconte Rousseau dans cet extrait? Résumez-le avec vos propres mots. Alors ça, c'est une question classique où on vous demande, pour vérifier que vous avez bien compris le texte, de réexpliquer simplement avec vos mots ce que vous avez compris du texte. Le but, si on vous demande de résumer, ce n'est pas de faire un texte plus long que l'original, vous ne mettez pas 800 mots. Vous essayez d'aller à l'essentiel. Ici, ce que je vous propose comme résumé est assez simple. Comme on le dit dans cet extrait, Jean-Jacques Rousseau raconte un épisode au cours duquel il a volé de l'argent à un ami, ni plus ni moins. Alors que celui-ci venait de lui offrir un billet pour l'opéra, au moment d'entrer, Rousseau fait semblant de se perdre dans la foule, nous dit-il, et part en allant se faire rembourser son billet, et donc évidemment il repart avec l'argent de son ami. C'est amusant parce qu'il me semble à un moment avoir lu quelque chose du style « je récupère mon argent » et puis « mon argent ». Une étrange conception de la possession tout de même, parce que ce n'est pas le sien, c'est celui de son ami Monsieur de Franqueuil. Petit coquinou de Jean-Jacques. On a donc expliqué ceci, on a prouvé qu'on avait compris le texte, on y va pour la question numéro 2. Chose importante, qu'est-ce qu'une confession? Parce que Jean-Jacques Rousseau a donc appelé son recueil, ses mémoires, confession. Confession est un terme qui nous vient de la religion catholique. Lorsque vous vous confessez, que faites-vous? Eh bien, c'est un principe selon lequel vous devez avouer vos torts, avouer vos péchés, car nous sommes tous des pécheurs, et le fait d'accomplir cet acte de vérité, de reconnaître vos erreurs, vos fautes, fait en sorte que vous devriez normalement être pardonné. Autrement dit, c'est un acte de recherche du pardon. Vous expiez vos fautes, vous demandez à ce que le Seigneur vous pardonne pour vos péchés. Est-ce que c'est vraiment ce que fait ici Jean-Jacques? On se demande. Demande-t-il à être pardonné? La dernière phrase nous laisse un peu douter de son intention, puisque je rappelle qu'il nous dit que, oui, je demande pardon, mais en même temps, on ne peut pas me juger sur cette action. Étonnant, Donc, confession, bonne question. Pourquoi, selon vous, raconte-t-il cet épisode? Question numéro 3. Quel est l'intérêt pour lui de faire cela? Répondez de manière approfondie en vous aidant de la fin de l'extrait et de l'éclairage. Autrement dit, quand je parle d'éclairage, je parle de ce petit encadré ici, que vous avez là à disposition. Comme je vous le dis, il s'agit ici pour Jean-Jacques de dire le bien et le mal avec la même franchise. Autrement dit, il nous annonce au début du texte qu'il va nous parler un peu à l'image de Montaigne, avec la plus grande sincérité, et tout nous dire. Alors, tout dire, est-ce que ça sous-entend, y compris, aller chercher la faute qu'on a commise pour aller l'avouer? Eh bien, pour Jean-Jacques, oui. C'est-à-dire que l'acte d'authenticité, de vérité, veut dire qu'on doit également être capable de dire ce qu'on a fait de mal, et le dire avec franchise, tout comme on peut être capable de dire ce qu'on a fait de bien. D'accord. Donc, se présenter en toute sincérité, c'est montrer qu'il y a des moments où il ne faut pas juger des hommes par leurs actions. Car s'il est capable de faire le mal, il ne se considère pas comme un homme mauvais. Autrement dit, pour lui, être capable de mettre à plat ce qu'on a fait de mal dans la vie, c'est une façon de prouver qu'au fond, les actes accomplis ne sont pas si mauvais que cela et qu'on ne peut pas nous juger à la lumière de nos actes, mais plutôt à la lumière de nos intentions, de ce que nous sommes au fond de nous. La question est assez complexe puisqu'au final, demandez-vous, comment fait-on pour juger quelqu'un autrement que par les actes qu'il accomplit? Pensez-vous que les gens autour de vous vont vous juger autrement que par les actes que vous avez accomplis? Je pense à Valentine notamment, qui, par exemple, adore dérober les affaires de ses camarades pour les revendre sur eBay. Est-ce qu'on va dire, Valentine, oui, petite voleuse, d'accord, mais bon, c'est quelqu'un de gentil, avec un cœur gros comme ça, on lui pardonne? Pas dit, pas sûr. La volonté ici de Rousseau, sa démarche, est-elle totalement noble? Là encore, on est en droit de s'interroger,
puisque normalement, je le rappelle, une confession a pour but simplement de dénoncer, d'avouer les péchés qu'on a commis, en demandant pardon, pas en les justifiant. C'est la même chose que lorsque vous avez fait quelque chose de mal, un truc horrible, comme par exemple ne pas avoir fait vos exercices en français, et que lorsque monsieur Wins, ici présent, vous dit « Non mais dis donc, t'as pas fait tes exercices », vous répondez « Oui monsieur, il est vrai, j'ai commis un péché impardonnable, mais bon, en même temps, j'avais des bonnes raisons de ne pas le faire, alors je veux dire, ça va, on faut pas me juger pour ça. » Très mauvaise démarche. Hein. Généralement, si vous faites ça, pareil avec vos parents, vous rentrez le samedi soir, alors vos parents vous ont demandé de rentrer à 21h, et vous rentrez à 4h du matin. Oui, alors je rentre un petit peu tard, mais en même temps, papa, tu ne peux pas me juger sur ça, parce que tu sais que dans le fond, je suis quelqu'un de bien. Je suis certain que vos parents vous pardonneraient. Ah, bien sûr. Parce qu'on ne vous juge pas sur vos actes, mais sur qui vous êtes. Sur qui vous êtes, pardon. Ou pas. Ici, pour Jean-Jacques, c'est la même complexité à laquelle nous sommes confrontés, la même difficulté de compréhension. Sa démarche est-elle véritablement noble? Pas véritablement. Comme je le dis ici, pourtant, au lieu de demander pardon pour ses mauvaises actions, ils sont plutôt cherchés à se justifier, ce qu'on expliquait, et ne demandent pas à être jugés, qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon, nous sommes tout de même jugés par nos actes. Quatrième et dernière question, ça n'a pas été si long que ça, on s'y est bien, quelle image donne-t-il de lui à travers ce récit? Eh bien, nous voyons, nous, évidemment, un peu naïfs que nous sommes, l'image d'un homme qui est capable de reconnaître ses fautes, qui les avoue, qui nous en parle, alors même que, je rappelle, on n'a rien demandé. Hein, a priori, il aurait pu taire ce péché à jamais, mais il a décidé d'en parler, d'une transparence absolue, démarche plutôt louable, mais il ne fait pas véritablement cette démarche pour être pardonné, mais plutôt pour tenter de ne pas être jugé par l'histoire a posteriori et de faire en sorte qu'on lui pardonne un peu de force et qu'on reconnaisse que ce n'est pas si grave que cela. Je rappelle que le véritable pardon n'est pas imposé, mais qu'il est véritablement demandé, et vous devez accepter qu'on ne puisse pas vous pardonner. Vous ne devez pas chercher, a priori, à justifier ce que vous avez fait de mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme je le dis, c'est un peu comme si dans son autobiographie, Diego, alors Diego, je te cite comme exemple, tu prends n'importe qui, mais je pense à toi, lorsque tu vas avoir 75 ans, que tu écriras tes mémoires, et que tu reconnaîtras le jour du cross du collège avoir mis des punaises dans les baskets de Méliane pour qu'elle ne fasse pas un meilleur score que toi, et tu nous diras, Méliane, c'est vrai, ce que j'ai fait, t'es pas sympa, mais je suis quelqu'un de gentil, on ne peut pas me juger pour ce que j'ai fait. Comme je le dis, je suis certain que Méliane, les pieds en sang qui a terminé la course sur les mains, saura reconnaître que tu es quelqu'un de gentil. Voilà. Ceci étant dit, évidemment, tel que je vous le présente, je ne mets pas en lumière, ou disons, je ne présente pas la meilleure facette de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est quand même un personnage un peu controversé dans la littérature, qui a écrit des choses merveilleuses. Alors, parmi toutes les œuvres, ça n'engage que moi. Si vous avez l'occasion, je vous invite à vous confronter aux rêveries du promeneur solitaire. C'est un ouvrage absolument magnifique. On a un Rousseau âgé qui se promène, du coup, alors un peu exilé en France. Il est suisse, alors je dis français, en fait il est suisse, hein, Jean-Jacques, mais bon, on va pas chipoter. Et dans ses rêveries du promeneur solitaire, vous allez voir que la prose est absolument magnifique. C'est limite de la poésie en prose, ni plus ni moins. Son regard sur la nature est absolument sublime. D'autres écrits sont un petit peu plus délicats. Je pense notamment à Émile ou le principe de l'éducation, dans lequel Jean-Jacques nous explique comment bien éduquer ses enfants. On lui a notamment rétorqué à l'époque, Jean-Jacques, t'es bien gentil, merci pour ces leçons d'éducation, je te fais juste remarquer que toi t'as abandonné les tiens. Hein, voilà, Jean-Jacques il a dit, oui, bon, bah, là c'est un peu gênant ce que tu me dis, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, ça résout le problème. Donc un personnage complexe, mais dont vous devez avoir entendu parler. Généralement, quand on vous parle aussi de Jean-Jacques Rousseau, on oppose à lui Voltaire, qui était un... C'était deux tempéraments différents. Hein. Jean-Jacques Rousseau était quelqu'un d'un peu plus timoré, un peu plus timide, un peu plus sensible également. Voltaire était plus flamboyant, notamment en société. Voltaire était réputé pour avoir une verve absolument extraordinaire, un esprit de répartie et d'à propos splendide. Et pourtant, dans les écrits, je vous laisserai juge entre les deux, entre ce qu'a pu écrire Voltaire et Rousseau. J'aurais tendance à dire que mon cœur balance un peu plus du côté de Jean-Jacques, en dépit de petites choses qu'il a pu faire, comme abandonner ses enfants. Bon, si on juge les gens sur leurs actes maintenant, hein, où va-t-on? On y pensera notamment après le confinement. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse donc cliquer sur la petite souris qui explique rapidement la vie de Jean-Jacques. Je vous laisse vous confronter encore une fois au texte et le relire pour le comprendre.
Et puis demain, nous reprendrons ensemble la suite, cette fois-ci avec le texte de George Sand qui va nous apporter un éclairage différent sur cette anecdote dont nous parle ici Jean-Jacques, puisque ça tombe bien, Monsieur de Franqueuil dont on parle, c'était le grand-père de George Sand, donc elle a quelques infos à nous livrer. Mystère. On découvre ça ensemble demain. En attendant, je ne vous embête pas plus. J'espère que vous avez fait votre travail sérieusement, que vous vous portez à ravir, que vous êtes en forme. Je vous embrasse. À demain. Résistance. Au revoir. À demain. Et bonne journée à vous.